Il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense qu'après, c'est chacun fait un peu sa life comme il le sent. Et moi, personnellement, je voyais pas de raison particulière d'aller dans une autre boîte. Je savais que ça me chauffait bien de me lancer direct. On a tout fait pour créer une équipe de gens qui on croit, etc. Et je suis hyper fier. Limite, je pleure, tu vois. Quand je parle de la team, tellement je les kiffe et tout, et tellement, ils font un boulot de ouf. La réelle, en effet, barrière à l'entrée, nous qu'on voit quand t'es un petit et que t'as pas envie de te faire défoncer par le gros site qui vend la même chose que toi, c'est vraiment l'accès au stock, quoi. Est-ce que t'as accès à un vrai gros catalogue? Est-ce que t'as accès à une grosse profondeur de stock? Et c'est ça qui fait l'énorme différence. Et en effet, c'est exactement ce pain qu'on veut résoudre et pour permettre à n'importe quel e-commerçant d'être compétitif et pas de laisser une situation monopolistique s'installer. Et donc, je suis pas convaincu que ce soit un passage obligé d'aller ailleurs avant de créer sa propre boîte. Je pense aussi qu'on peut tout apprendre direct sur le tas en se lançant. Et après, voilà, la pulsion, elle vient de, je sais pas, ça c'est la personnalité. Moi, je sais que dans ma famille, j'ai toujours été un peu éduqué comme ça. Que si tu voulais un truc, il fallait te lancer et aller chercher les choses par toi-même. Donc j'ai un peu été élevé comme ça, quoi. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Alors, nous vous retrouvons aujourd'hui pour un épisode un peu particulier de Build a City for Good. Un hors-série qu'on appellera Welcome in the House et qu'on espère être le premier d'une longue série. Car Welcome in the House ne met pas en valeur n'importe qui, il met en valeur ceux pour qui nous nous levons chaque matin, nos entrepreneurs, et plus particulièrement ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors, c'est pas parce qu'il s'agit d'un hors-série qu'on fera le podcast sans Aurélie, on va pas s'en débarrasser comme ça. Salut Aurélie. Salut Chabir, je suis ravie, je suis contente que tu aies pris le micro aujourd'hui pour faire l'intro. Moi, je suis invitée aussi. Celui qu'on aura la chance d'accueillir aujourd'hui est celui grâce à qui vous, clients, ne tomberez plus jamais sur un produit en rupture de stock, ou grâce à qui vous, e-commerçants, ne perdrez plus un client par manque de stock. Son ambition, faire du stock une commodité, rien que ça. On arrête le suspense, qui ne sert probablement à rien puisque vous avez le nom de l'invité dans l'intitulé. On a la chance de l'accompagner sur sa nouvelle levée de fonds de 4,5 millions d'euros avec nos amis d'Invest, et on salue d'ailleurs Nicolas et Alexandre. Il s'agit du CEO de Stockly, Elliot Jabès. Salut Elliot. Salut. Salut Elliot. Salut. Et d'ailleurs, on n'a pas mentionné aussi les nombreux autres business angels qui t'accompagnent sur ce tour. Attends, je peux juste préciser un truc, Ouais. juste pour ceux qui connaissent pas Elliot, quand vous l'ajouterez sur LinkedIn, faites attention parce qu'il a les cheveux très courts, il ressemble pas du tout à sa photo. Aujourd'hui, il a les cheveux longs et je l'ai pas reconnu quand j'ai ouvert la porte tout à l'heure. Et j'avais vu quand j'ai tapé Stockly sur internet que c'était aussi une boîte qui faisait du gardiennage de camping-car. Donc voilà, aujourd'hui ne vous trompez pas, donc c'est Elliot avec les cheveux longs et c'est Stockly, une solution pour les e-commerçants. Voilà. Et alors, on commencera par ça. Qui se cache derrière cette photo LinkedIn? Est-ce que tu pourrais te présenter, Elliot? Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup de me recevoir. Donc, je m'appelle Elliot Jabès, je suis le CEO de Stockly. On a lancé la boîte il y a presque 3 ans maintenant avec Oscar, mon cofondateur. Et en effet, on n'est pas une solution, du moins pas encore, de gardiennage de camping-car. Stockly, donc stockly.ai, notre site. Et on permet aux e-commerçants de piocher les uns chez les autres quand ils sont en rupture de stock pour toujours mieux servir le consommateur et éviter de montrer des produits en rupture. Alors là, t'es allé trop vite. Ouais. Parce qu'en fait, on voulait parler de toi. Ouais, exactement. Et t'inquiète pas, on va parler de Stockly derrière. Parce qu'en plus, les gens ne savent pas, parce qu'on nous écoute sur ce podcast. On peut leur donner un indice, on a le même âge, je pense. Ça dit rien si on est jeune ou pas jeune, mais un petit peu quand même. Et nous, ce qu'on aurait aimé savoir, c'est comment est-ce que déjà tu as eu l'idée de Stockly et qu'est-ce qui t'a fait tomber dans cette marmite de l'entrepreneuriat? En gros, j'ai fait une école d'ingénieur à Paris. J'ai dû finir il y a, je sais pas, 4 ans. Là, tu donnes un bête d'indice sur notre âge. Ouais, non, je peux le dire. J'ai 26 ans et j'ai fini mes études il y a 4 ans. Je me voyais pas spécialement, sans aucun jugement de valeur, mais comme mes copains de promo candidatés chez McKinsey ou je sais pas quelle autre boîte de conseil, c'était pas trop mon délire. Je me voyais plutôt un peu apprendre par moi-même et me jeter comme ça dans le bain et voir ce que ça allait donner. Et donc en fait, en dernière année, j'avais la possibilité de faire un échange dans une autre école d'ingénieurs qui s'appelle Télécom Paris, où j'ai été extrêmement bien accueilli et où je pouvais faire en gros un master entrepreneuriat où j'avais genre un cours par semaine et le reste, il me laissait monter un projet. Et donc j'ai appelé Oscar, qui était mon binôme de prépa
des années d'avant, qui lui était en train de finir le NS, et je lui ai dit ok, vas-y, on monte une boîte ensemble, je sais qu'on bosse trop bien ensemble, c'est toi avec qui il faut qu'on lance un truc. Et au début, on a lancé un site, un comparateur de prix pour les chaussures, parce que moi j'aime bien les chaussures, et donc j'en avais marre que mes potes me demandent toujours où est-ce que je peux trouver telle ou telle paire ou quoi, sur des trucs en plus pas spécialement rares ou quoi. Donc je lui ai dit ok, on va créer un moteur de recherche dédié au basket, parce qu'il y a une tonne d'offres en ligne, et ce sera relativement facile à mettre en place et puis à tester, parce que ça nous est marré d'avoir une idée qui était facile à itérer, etc. Donc on s'est lancé là-dessus. Au bout de quelques mois, on a vraiment tout codé le site nous-mêmes et tout de zéro. Et puis on avait, je sais pas, quelques milliers de visiteurs tous les mois et tout. Et puis assez rapidement, on a pivoté beaucoup de fois, parce qu'on, pour plein de raisons, on n'était pas hyper convaincus sur le long terme du modèle du comparateur de prix, qui est le modèle assez évident quand on fait un moteur de recherche ou un truc dans ce style-là, où c'est globalement de l'affiliation, quoi. Et donc voilà, de pivot en pivot, on a vraiment creusé les différents problèmes qu'on pouvait rencontrer sur le marché, notamment le sujet du stock, et on s'est rendu compte que c'était vraiment ça le nerf de la guerre. C'était pour les e-commerçants l'accès au stock. Comment faire pour qu'il soit compétitif? Faut juste qu'ils aient les bons produits à vendre au bon prix, avec les bonnes conditions de service, de livraison, etc. Et donc on s'est dit ok, on va mettre en réseau tous ces gens-là, et on va leur permettre d'avoir un accès illimité au stock. On veut que ça devienne une commodité, et on veut permettre à n'importe quel e-commerçant qui a le droit de vendre tel et tel produit d'y avoir accès de façon illimitée, quoi. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que tu es passé par un peu toutes les itérations. Enfin, tu fais le comparateur. Après, bon, là, tu le disais pas, mais c'est vrai qu'après, tu t'es mis dans les magasins pour essayer de résoudre le problème de stock. Et après, en fait, tu es retourné online, mais toujours un peu avec cette brique tech que tu as dû utiliser sur le comparateur, mais plus adapté à l'online sans le offline. C'est vrai que c'est marrant de voir le cheminement, et qu'en fait, tu as pivoté quand même plusieurs fois avant d'arriver sur ça. Et ça, tu disais, c'est en combien de temps? C'est en Ouais, on a pris à peu près un an. C'était notre dernière, c'était notre fin d'études, quoi. Au lieu de faire un stage, je sais pas où, on a fait ça, quoi. T'as jamais bossé en boîte quasiment? Si, j'ai bossé un an, quoi. T'as jamais eu de patron, quoi. Si. Mais ça t'a paru évident de te lancer, parce qu'on se dit toujours, à quel moment tu te dis j'y vais, c'est bon, on y va. Alors il y a Oscar qui est là, tu dis, ton cofondateur, mais à quel moment tu te dis pas, je vais quand même aller faire un peu mes armes dans une boîte, et puis après j'ai cette idée, je reviendrai. Comment tu te lances en fait, et tu dis allez, c'est en toi, on se dit toujours l'âme d'entrepreneur, ouais. Ça vient d'où ça? C'est toi qui l'as Je sais pas, je pense que rationnellement il n'y a pas de bon ou de mauvais moment. Je pense qu'après chacun fait un peu sa life comme il le sent, mais moi personnellement je voyais pas de raison particulière d'aller dans une autre boîte. Je savais que ça me chauffait bien de me lancer direct. En effet, il y a plein de gars qui conseillent toujours de faire un peu ses armes, d'aller regarder dans d'autres boîtes, d'expérimenter des problèmes avant d'essayer de les résoudre. J'avais avec un pote qui a monté une boîte en même temps que moi, qui l'a revendue il y a 1 an et demi, qui me dit tout le temps non mais toi t'es un grand malade de faire ça, moi j'ai bossé d'abord 5 ans et puis j'ai observé plein de problèmes par moi-même. Ouais, mais je pense qu'en fait ces 5 ans en bossant en une boîte et en observant des problèmes, en vrai tu peux aussi les faire en encore moins de temps, quand tu t'es vraiment à 80 heures par semaine sur ton projet comme un ouf, parce que c'est ton truc et que tu fais que ça et tout. Et donc en fait t'apprends forcément super vite, tu fais une tonne de trucs, t'es confronté à plein de sujets auxquels tu serais pas confronté si t'étais dans une autre boîte où ton rythme est peut-être un peu plus normal. Et donc je suis pas convaincu que ce soit un passage obligé d'aller ailleurs avant de créer sa propre boîte. Je pense aussi qu'on peut tout apprendre direct sur le tas en se lançant. Et après voilà, la pulsion elle vient de je sais pas, ça c'est la personnalité. Moi je sais que dans ma famille j'ai toujours été un peu éduqué comme ça, que si tu voulais un truc il fallait te lancer et aller chercher les choses par toi-même. Donc j'ai un peu été élevé comme ça, quoi. C'est beau. Ouais. Et avec Oscar, c'était une évidence. Tu parlais des DM de maths. Alors peut-être dans la vidéo, on vous a un peu spoilé. De physique, attention. De physique. Il est très bon en physique, et toi non? Non, mais il est juste. En fait, Oscar, il est vraiment spécial. Tu vois, il est vraiment très très intelligent, beaucoup plus que moi. Je dis spécial évidemment dans le bon sens. Et non, et vraiment, je dis ça en rigolant, mais c'est vraiment ça, quoi. Moi, j'étais le mec trop con qui comprenait rien. Et le prof de physique qui fait moi, vas-y, toi, t'es trop con, va bosser avec lui. Lui, c'est un génie, mais il faut rien. Et en fait, on a vraiment très très bien matché. Genre, à partir du moment où on s'est mis à bosser ensemble, c'était au bout de peut-être 3 mois en première année. Tous les deux, on a grave bien décollé. Et c'est surtout que c'est vraiment la naissance d'une relation de ouf, parce que après, on a vraiment bossé. C'était mon binôme pendant 1 an et demi. Parfois, on bossait avec d'autres gars et tout,
Mais ouais, il a l'explosivité, il a un niveau d'abstraction qui est quasiment infini. Enfin, genre vraiment, c'est le seul mec que je connais probablement qui pourrait être vraiment chercheur en maths s'il voulait, quoi. Sauf qu'il kiffe le biz et ça le fait trop kiffer de monter, de créer de la valeur, de faire des trucs hyper concrets. Donc non, c'est quelqu'un d'exceptionnel vraiment. Mais on aurait dû demander à Oscar de présenter Elliot. Parce qu'en fait, c'est ça qu'on veut savoir d'Elliot. C'est qui, toi, tu dis, il est exceptionnel. Et Elliot, il est comment, en fait? C'est quoi tes qualités? Non, mais c'est vrai. Tu as super bien présenté Oscar. Il est malheureusement pas là. Et on lui fait un gros bisou. Alors que tu le connais pas. Enfin, si tu le connais bien. Mais... Je l'ai vu seulement en visio. Mais c'est vrai, qui es-tu? C'était aussi ça, Elliot, tu vois. Bien sûr, je peux en comparaison. Déjà, je parlais d'Oscar avant, mais il y a toute la team aussi qui est avec nous tous les jours et tout. Et voilà, on a tout fait pour créer une équipe de gens qui on croit, etc. Et je suis hyper fier. Limite, je pleure, tu vois. Quand je parle de la team, tellement je les kiffe et tout, et tellement, enfin, ils font un boulot de ouf. Vous êtes combien? On est à une quinzaine maintenant. Et ouais, non, moi je pense que je suis un peu plus pied sur terre, tu vois. Genre, je pense que mes qualités, c'est que je sais assez bien. Je pense que j'ai un bon feeling de quand les choses sont crédibles ou pas crédibles, quand quelque chose tourne pas rond, je sais assez bien le repérer, je sais assez bien cadrer la façon de travailler de moi et de l'équipe, etc. Je pense que je suis capable aussi d'onboarder les gens et de bien les aligner autour d'un projet commun et tout. Et voilà, je pense que la boîte, c'est un des trucs dont je suis hyper content, c'est qu'on arrive à tous bosser dans le même sens. Et j'essaye de l'impulser au quotidien du mieux que je peux, quoi. Et on peut que confirmer. Ouais. Sûrement, vous avez suivi de près, moi un peu de plus loin, mais je suis sûre que vous confirmez avec Pierre-Éric. Et bah clairement, surtout sur ta capacité à aligner les gens, et je pense que c'est ultra important. Et tu parlais tout à l'heure de création de valeur. Là, on rentre dans le dur. Est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement comment Stockly, comment est-ce que ça marche et surtout le problème auquel tu t'adresses? Tu peux balancer des milliards et des trilliards, je pense, sur la problématique de la rupture de stock ou du surstock en général. Et vas-y, je t'en prie. Ok. En gros, Stockly, comment ça fonctionne? En apparence, c'est très simple. Globalement, il y a des gens qui ont des sites internet avec du trafic et des produits à vendre. Et ces gens-là, ils ont des catalogues où il y a plein de trous. Parce qu'en fait, c'est extrêmement compliqué d'avoir beaucoup de références à vendre avec tous les variants, les tailles. Je sais pas, on prend un site qui vend de la mode, sur ses chaussures ou ses pulls ou je sais pas quoi, il a toujours la moitié de ses tailles qui sont en rupture de stock. Tout le monde l'a déjà expérimenté. Et donc nous, en fait, on lui permet quand il est en rupture de stock, de quand même vendre le produit en le faisant expédier par un autre site officiel qui vend l'exact même produit. Et donc de cette manière-là, en fait, on se connecte au stock de tous les différents players et on leur permet de taper les uns chez les autres et de shipper des produits, d'expédier des produits les uns à la place des autres, pour que le consommateur, au lieu de trouver une rupture de stock et au lieu de le laisser partir à la concurrence ou je sais pas où, on va lui permettre de vraiment acheter de façon complètement transparente en lui disant voilà, c'est un partenaire ou un autre qui va expédier le produit, et puis de cette façon-là, tout le monde est content parce que le conso, il a trouvé son produit au même prix. Le retailer qui était en rupture, lui, il a gardé son client, il a fait une vente en plus, et puis celui qui expédie, c'est juste du cash gratuit sans qu'il ait rien à faire, quoi. Voilà. Et puis encore, comme on disait tout à l'heure, l'idée à long terme, c'est vraiment de créer un gros réseau de stock mutualisé pour que ça devienne vraiment une commodité, quoi. Genre, t'as besoin de tel item, pouf, tu places un bid et t'as le stock qui tombe avec des conditions de livraison, de prix, etc. que tu peux prédéterminer, quoi. Et tu vois, là, pour donner un peu de contexte, après tu me contredis si je dis de la merde. Mais tu vois, on est en février 2021 et tu vois, c'est quelques mois après le Black Friday, et je pense que quelques mois après un confinement où en fait on a fait beaucoup d'Amazon bashing entre guillemets, parce que les Amazon pouvaient continuer à vendre quand les petits commerçants, les commerçants étaient fermés et les petits commerçants avaient des problématiques d'approvisionnement. Et une des choses que j'aime beaucoup moi aussi, qu'on aime beaucoup dans la solution, c'est le fait que ça puisse permettre à des plus petits commerçants, qui sont quand même d'une certaine taille, de faire face à des mastodontes qui ont un stock inépuisable et de ne pas perdre des clients devant ces gens-là. Et c'est là où on est un peu attaché à notre Build Asti for Good, mais c'est là où clairement on trouve aussi que Stockly Build Asti for Good. Ouais, bien sûr. Je pense que comme tu l'as très justement dit, c'est vraiment ça l'optique, c'est de créer un stock illimité, partagé, auquel tout le monde a vraiment accès.
Et en fait, aujourd'hui, pour créer un site e-commerce, les barrières à l'entrée, elles sont ridicules. Tu as des briques de paiement que tu installes en 2 clics, tu as des softwares de e-commerce qui, pareil, en 2 clics, tu installes un Shopify ou quel que soit le truc que tu veux mettre en place. Sur le shipping, c'est pareil. En fait, tous les procédés d'expédition des commandes, etc., de gestion des commandes sont complètement à la main de n'importe qui veut se lancer en ligne. Et la réelle, en effet, barrière à l'entrée, nous qu'on voit quand t'es un petit et que t'as pas envie de te faire défoncer par le gros site qui vend la même chose que toi, c'est vraiment l'accès au stock, quoi. Est-ce que t'as accès à un vrai gros catalogue? Est-ce que t'as accès à une grosse profondeur de stock? Et c'est ça qui fait l'énorme différence. Et en effet, c'est exactement ce pain qu'on veut résoudre et pour permettre à n'importe quel e-commerçant d'être compétitif et pas de laisser une situation monopolistique s'installer, quoi. Et puisqu'en plus, on parle même pas des Facebook Ads ou Google Ads que ces e-commerçants payent parfois sans savoir que le produit est out of stock et après derrière les gens arrivent, en fait ils ont payé pour rien, quoi. Et c'est vrai que ça rend la solution plutôt cool. Et pour plein d'autres raisons aussi d'ailleurs. Aujourd'hui, je sais pas si tu avais d'autres questions sur la solution, mais aujourd'hui tu lèves... Moi, vas-y. Non, moi ça sera après. Vas-y, j'ai prévu. Tu lèves des fonds. Avec nous notamment, on a la chance de t'accompagner et avec d'autres également. Pourquoi est-ce que tu lèves? Quelle est ta dynamique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces fonds-là et quelle est ton ambition? Ouais. En fait, la logique de Stockly aujourd'hui, dans les prochaines années, c'est vraiment d'aller commencer à se connecter avec le plus de e-commerçants possible, le plus de sources de stock possible, le plus de e-commerçants qui ont besoin de cette solution-là aussi, et voilà, et augmenter le volume de transactions qui passent dans le réseau pour pouvoir fluidifier de plus en plus les transactions e-commerce et améliorer de façon extrêmement conséquente l'accès au stock. Donc sur les 2 prochaines années, et je pense que c'est à ça surtout que c'est sur ça que cette levée de fonds elle va nous aider à accélérer de façon incroyable. C'est vraiment d'aller se connecter à beaucoup plus de sources de stock et puis faire exploser le volume d'affaires, continuer sur la très bonne courbe de croissance qu'on a entamée. Et bien sûr, l'accompagnement des board members bien sûr. Qui va aussi vous aider. Et ça, je pensais qu'il allait poser une question spécifique dessus, c'est pour ça que j'ai pas voulu spoiler. Et comment s'est passée la levée en tant que si tu prends ta casquette? Je sais pas si t'as le droit de tout dire. Non, mais pas forcément avec Daphne. Moi, c'est vrai que je suis toujours un peu extérieure, donc bon. Non, mais ça a été challenging. Enfin, ça a été, tu vois, toi, voilà, t'as pas beaucoup dormi, t'es un peu palo, c'est vrai, Elliot. Non, mais c'était, t'as eu beaucoup de chance parce que t'as eu beaucoup de fonds qui sont venus vers toi. Ça a été, comment ça s'est passé, tu vois, toi Je pense que c'est je suis pas un professionnel de la levée de fonds comme vous, en tout cas, ton expérience. Ouais. Mais de mon expérience, je pense que chaque levée est un peu différente. Nous, globalement, on est... Ouais, je dis pas ça parce que t'es là. Hein. Mais, non, mais attends, on fait comme si Chabir était pas là. Parce qu'on sort l'équipe Invest là et on... Non, on est Pierrick sort du placard. on est très content des gens de qui on s'est entouré et qui sont venus vers nous, avec qui on a discuté, etc. En effet, on avait la chance d'avoir une super bonne traction sur le tour, enfin en général, et puis sur ce tour en particulier. Donc voilà, ça s'est fait hyper naturellement, en bonne intelligence. Et vraiment, on est hyper content des gens avec qui on travaille aujourd'hui, quoi. Et c'est un truc qui est assez marquant chez vous, puisque non seulement nous on est très contents, puis on avait appelé aussi pas mal de vos partenaires qui aussi étaient assez dithyrambiques sur vous. Pour vos due deals. Pour nos due deals, parce qu'on fait un peu notre travail. Et Elliot, t'as dû faire tes due deals aussi, hein, je pense. Hein. Ouais. Sur nous, tout à fait. Bien sûr, c'est normal. C'est dans les deux sens. Je peux pas te retourner le... non, c'était pareil. C'était pareil, c'était sans équivoque. Moi, j'aurais bien aimé savoir un petit peu, mais c'est plus... moi, j'aime bien connaître un peu ta personnalité. Mais on peut continuer de parler de Stockly si tu avais d'autres questions. Vas-y. On avait une belle question sur... c'est quoi ton rêve à toi, Elliot? Genre mon rêve dans la vie? Ouais. C'est une question, on peut parler longtemps. Hein. Ouais, non, c'est vraiment, on a encore un peu de temps. Ouais, non, c'est cool. Non, mon rêve, je pense que mon rêve, c'est de rendre les gens autour de moi heureux et bien, avant tout. C'est de travailler pour des choses qui ont du sens, pour créer de la valeur, tu vois, sans que ce soit purement spéculatif ou financier ou quoi. Donc vraiment créer de la valeur sur des choses qui apportent du bien, qui permettent aux gens de bien vivre. Et puis après, voilà, de façon personnelle,
tu vois, à l'échelle personnelle de moi, comment je peux rayonner à mon humble niveau, ouais, c'est rendre les gens autour de moi heureux, avoir des bonnes relations avec les humains qui m'entourent, quoi. Mais ça c'est déjà pas mal. Si j'arrive à faire ça de mieux en mieux au long de ma vie, je serais content. Bah, rends-nous heureux, ouais, Elliot. Moi, j'aime beaucoup ce rêve. Ouais, ça me parle. Aimez-nous bien, comme t'as dit. T'avais encore une question. Exactement. Ouais. On aime bien poser cette question. On voudrait savoir si est-ce que tu as une conviction qui est peu partagée par d'autres personnes. Une conviction qui est peu partagée, autre que le métal, c'est trop bien. Ah, le métal, ça. Oh, il y a quand même. Et le métal, je me suis rendu compte qu'il y a quand même pas mal de monde qui aime le métal. Hein. Je ferai des petites playlists à l'occasion. Ouais. Je t'assure pas qu'on les passera. Mais... il faut juste avoir la bonne porte d'entrée. Mais comment on se met au métal, ça aussi, ça. C'est comment on commence à aimer le métal, c'est drôle. Ouais, parce que c'est varié, tu vois. J'écoute pas que des mecs qui s'écorchent les veines et tout. Il y a ce cliché. C'est vrai qu'il y a ce cliché souvent. Mais j'écoute pas une tonne de métal non plus, mais ça. Je sais pas, 10% de mes playlists en général. D'accord. Du coup, t'as donné la réponse à la vidéo. Une des réponses. Merde. Ah ouais, c'est clair. Mais bon, c'est pas grave, on coupera au montage. Non, une conviction peu commune. Je sais pas trop. Ouais, qui est pas partagée par beaucoup de monde, ou des fois t'as honte. Tu voudrais pas le dire trop haut et fort, mais peut-être qu'il y en a pas. Hein. Peut-être que. C'est une question piège, ça. Non, franchement. Je sais que c'est une question. Mais ça, elle est très dure. Non, c'est compliqué. Généralement, on la pose et on prévoit avant. Ouais. Non, moi j'ai une conviction. Si, je peux avoir une conviction qui est un peu pas commune, je sais pas trop ce que ça vaut, mais je pense que tout le monde est un peu fou. Moi j'ai une conviction, c'est que tous les gens sur Terre, ils sont tous un peu tarés à leur manière. Et que globalement. Et c'est marrant parce que dans le milieu de l'investissement et dans le milieu des startups, des entreprises et tout, on a tendance toujours à résumer toujours le comportement des gens de façon très rationnelle. Moi, je pense que je suis quelqu'un d'assez rationnel, mais je pense que globalement, c'est pas le cas de l'écrasante majorité des gens. Et du coup, voilà, c'est peut-être ça la conviction que j'ai sur ma grille de lecture, sur mon humble grille de lecture sur le monde, c'est que les gens font globalement pas tant de choix rationnels que ça et que tout le monde et chacun est un peu taré à sa manière. C'est une bonne réponse, écoute. Ouais, merci. Et alors là, on a nos questions rigolotes. Ça c'est fini, ça y est ? Ah, bah, j'en sais rien. Ah, bah non, mais on est plutôt pas mal. On a une bonne vingtaine de minutes. Okay. Mais si vous avez terminé sur Stockly, on n'avait pas d'autres nouvelles à raconter à nos auditeurs ? Une belle levée de fonds, une équipe dynamique. Regardez Stockly de près. Qu'est-ce que vous pouvez raconter en dernière nouvelle avant de passer aux dernières questions ? Non, sur l'actualité de Stockly, peut-être on a pas mal de postes ouverts. Et c'est un de nos gros sujets, c'est de continuer à nous entourer des meilleurs talents qu'on peut. Encore une fois, je suis vraiment très très fier de l'équipe qu'on a aujourd'hui et qui, c'est voilà notre boîte à tous, quoi. Et on a encore des postes ouverts, on fait grandir la famille, donc tous ceux qui sont des stocklers, exactement, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc tous ceux qui sont chauds pour rejoindre l'aventure, qui m'envoient un mail ou qui regardent sur nos offres, les offres qu'on a sur Welcome ou sur les sites d'annonces. Voilà. Et tu peux résoudre toutes les problématiques de tout type de e-commerçant si jamais ils te découvrent via le podcast. Tout ce qui est lié à la disponibilité produit, au stock, etc. Moi, je suis ravi de parler avec tous les e-commerçants qui ont besoin d'aide là-dessus. Si on peut les aider avec Stockly, avec plaisir. Et au pire, je passerai un quart d'heure à essayer de prêter mon humble cerveau aux gens qui ont besoin d'aide. Et n'oubliez pas, si Elliot vous parle, c'est qu'il veut vous rendre heureux. Avant tout. Hein. Super. Eh ben, on a toujours notre petit quiz pour terminer la conversation. Et je te laisse commencer, chacun. Oui. Quel est ton dernier texto, Elliot ? Je crois que c'était toi, je suis arrivé en retard et je te disais je suis désolé et je ne l'ai pas envoyé, du coup c'était un WhatsApp même. Superbe. La dernière fois que tu as dit je t'aime ? C'était pas ce matin parce qu'elle m'a vraiment saoulé. Ouais, non, elle était chiante ce matin. C'était hier à ma copine du coup. Est-ce que tu connais la taille d'Oscar ? Ouais, je pense. C'est quoi ? Je sais pas, 1m78. Et écoute, on vérifiera. On voulait faire un clin d'œil à Oscar encore et voir si vous connaissiez vraiment bien. Ouais. Et enfin, pour terminer, s'il n'y avait plus que des mocassins à glands disponibles sur cette terre, serais-tu prêt à les mettre ?
En fait, je vais te dire la vérité, ça fait vraiment 3 fois que tu me parles de mocassins à gland et je sais pas ce que c'est. Je vois même pas le look que ça a. J'imagine. Non, mais je pense que c'est genre comme des mocassins à gland, avec les petits faux lacets devant, c'est ça ? Ouais. Ok, bah du coup, ça j'en ai. Et c'est des chaussons en fait. C'est vraiment super. Des Uggs, c'est trop bien. Ah oui, donc bon. Du coup, la réponse est oui. La réponse est oui. Nous, on voyait, oui, tu le mettrais en chaussons, tu les mettrais pas pour revenir au bureau. Ouais, mais c'est des chaussons, tu sais, avec une semelle un peu épaisse, tu peux sortir quand même avec. Et tout. S'il Façon pleut, c'est relou. Mocassin façon sneaker. Ouais. Ok, ouais, c'est ça. Ok, on a bien Donc compris. voilà, je pense que oui. On est un peu, comment on dit, obsédé par les mocassins à gland chez Daphne. Dans le 2e, on n'en croise jamais. Mais on est allé récemment dans le 8e arrondissement, il y en avait à tous les coins de rue. Voilà. Bon, tu dis ça, je suis sûr qu'il y en a que beaucoup ici ont un passif de mocassin à gland. Voilà, bah écoute, on a terminé. Elliot, merci beaucoup d'être venu. Merci. Sur Merci, cet c'était hyper épisode hors série, comme l'a dit Chabir en début d'épisode. Et on est ravis, en tout cas, de te compter dans la Da Family. Franchement, bienvenue. Et puis, on espère vous revoir très vite avec toute l'équipe. On viendra vous voir. Faites attention, nous, on est assez pot de colle comme investisseurs. Enfin, surtout moi. Ouais, quand vous voulez. Super. Merci, Chabir. Merci à toi. Et Merci, Elliot. Merci et à beaucoup. très vite. Salut.